Parfait, merci Yves. Donc, je vous présente Marc Boisson, écrivain et secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français, ayant vécu 2 séjours au Brésil entre 2004 et 2007 à l'Alliance française de Campinas, et puis entre 2011 et 2015 à l'Alliance française de São Paulo. Il a également vécu et travaillé au Pérou au début de sa carrière et 6 années à Madagascar dans les années 1990 avant de rejoindre Paris, où il vit actuellement. Il a vécu également 4 années à Mexico, dans le Mexique. On poste également dans les réseaux des Alliances françaises. Diplômé en littérature latino-américaine, il a commencé sa carrière comme professeur d'espagnol. Et bon, c'est dans la présence des marques et dans la personne des marques, je vous souhaite tous une très belle journée de professeurs de français. Et je profite pour vous remercier tous parce que c'est un très, très beau métier que l'on fait. Donc, au nom de l'Association de professeurs de Minas Gerais, au nom de la Fédération brésilienne des professeurs de français du Brésil, on est vraiment très ravis, très contents d'avoir ta présence, Marc. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Raïssa. Moi, je suis très heureux d'être avec vous et d'autant plus qu'il y a des têtes connues et des amis présents. Et je ne pourrais pas tous les saluer, donc au risque d'en oublier, je préfère ne pas vous mentionner tous, mais j'en vois plusieurs et ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais moi aussi dire que lorsque je me souviens très bien, lorsque Raïssa, on s'est rencontrés, c'était effectivement à Brasilia en 2009. J'étais au CNED à l'époque. Au CNED puisque le monde est petit, c'est ce que je disais à Yves Mahé lorsqu'on a échangé cette semaine. Euh, Yves m'a remplacé ensuite, m'a succédé au CNED. Donc, c'est pour ça que je dis que le monde est petit. Mais en 2009, à Brasilia, je représentais effectivement le CNED. J'étais responsable du département de français langue étrangère. Et je me souviens très bien, effectivement, de m'être approché de toi, Raissa, pour te parler d'Oro Preto. C'était pour moi une joie de te rencontrer et puis une joie de pouvoir échanger sur cette ville, effectivement, puisque on va en parler. J'avais écrit avec une amie un livre qui s'appelle La Passion de Tiradentes ou la liberté même tardive en français. Donc voilà, c'est le prolongement de l'anecdote que tu as commencé à raconter. Et puis, on rebondira là-dessus parce que tu verras, je t'ai réservé une petite surprise, Raïssa. Voilà, le Brésil, c'est le thème d'aujourd'hui, Marc Boisson, un écrivain français au Brésil. C'est vrai que j'ai vécu dans d'autres pays, comme l'a dit Raïssa, mais le Brésil a une marque particulière pour moi et elle est très liée justement à mes aventures littéraires. Elle l'est à travers le livre dont on vient de parler, mais aussi à travers d'autres événements. Tout d'abord, des événements dans la mesure où j'ai été invité à plusieurs reprises à présenter mes livres dans différentes villes du Brésil quand on pouvait encore se déplacer. Ça, c'était dans les années 2013-2014, quand j'étais en poste à São Paulo. Et je suis allé à Belo Horizonte en 2014 à l'Alliance française. Alors, ce n'était pas Yves à l'époque, évidemment, le directeur, où j'ai présenté à Paixão de Tiradentes, mais je suis allé aussi dans de nombreuses autres villes du Brésil. Donc, aujourd'hui, c'est pour moi une suite de cette aventure littéraire particulière avec le Brésil, les Brésiliennes, les Brésiliens, et ça me tient particulièrement à cœur. Quoi vous dire? J'ai été présenté déjà, donc je ne vais peut-être pas en dire plus sur moi. Sur mes romans, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'en ai écrit 4 et également un essai sur l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa. L'essai que j'ai écrit
est autour d'un de ses livres qui s'appelle El Hablador en espagnol, L'homme qui parle. Vous pouvez lire gratuitement sur mon site marqueboisson.fr mon premier roman qui s'appelle Vox Latina. Et puis, puisque je vous ai mentionné mon site marqueboisson.fr, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais je crois qu'on apprend beaucoup sur, on va dire, ma production littéraire dans ce site, parce que j'y ai diffusé beaucoup d'extraits de mes romans, mais aussi on va dire, vous savez, il y a un terme que l'on emploie dans le cinéma, c'est le making of. Voilà. Alors, comment on dit en français d'ailleurs? Making of. Je ne sais pas. Désolée. Je ne sais pas non plus. Maintenant, Donc, si vous voulez, quand je dis making of, c'est-à-dire un peu les coulisses, voyez, de l'écriture de mes romans. Je crois que c'est un bon moyen de les connaître et puis de connaître leur univers. J'y ai enregistré des extraits audio, mais aussi il y a des liens vers des vidéos sur mon site, de nombreux liens vers des documents vidéo, audio, musicaux, parce que ça, c'est un point important. Lorsque j'écris, je fais beaucoup de recherches et j'aime bien les citer dans mes romans. Je me suis même amusé dans mon avant-dernier livre à mettre le lien, vous savez, Google Maps, de l'endroit où ça se passe. C'est-à-dire que dans la version multimédia du livre, eh bien, lorsque vous cliquez sur le lien, vous pouvez aller voir exactement où la scène se situe. Voilà, donc je vous ai parlé de Vox Latina, qui est mon premier roman. Je vous disais que j'en avais écrit 4. Vox Latina, c'est l'histoire d'un passé qui se dévoile petit à petit. La réalité dans ce roman se mêle à la fiction. C'est un domaine que j'apprécie beaucoup, cette question de la frontière ténue entre la réalité et la fiction. Tous mes romans se déroulent en totalité ou en partie en Amérique latine. Cette passion pour l'Amérique latine, elle m'a saisi très jeune. Je dirais que je dis souvent qu'elle m'a saisi en lisant Tintin, le Temple du Soleil. Ça va peut-être vous étonner, mais je crois que Tintin, le Temple du Soleil, a déclenché d'autres, on va dire, d'autres vocations à connaître l'Amérique latine. Il était donc naturel que je me rende au Pérou en premier lieu. C'est ce que j'ai fait il y a de cela une trentaine d'années. Et mon vieux cinéaste, qui est un des personnages de mon premier roman, Vox Latina, se rend lui aussi au Pérou après être passé par l'Argentine. Pour revenir sur cette anecdote que je vous racontais, vous mentionnant le fait que Tintin, le Temple du Soleil, a déclenché une vocation de voyage en Amérique latine pour moi, ceux qui connaissent Lima auront remarqué tout de même que l'album de Tintin commence par une erreur, puisque les personnages arrivent, Tintin et le capitaine Haddock arrivent au port du Callao à Lima, et on y voit des Indiens et des lamas. Et quand je parle de lamas, je parle bien des animaux, je ne parle pas des bouddhistes. Les lamas bouddhistes m'intéressent aussi, mais ça fait l'occasion d'un autre roman, de mon roman Il est mort Jim. Et on y voit des rues escarpées de montagnes. Alors déjà, il est quand même difficile, vous allez être d'accord avec moi, qu'un port se situe en montagne. Mais il y a une autre chose, c'est que Lima se trouve dans un désert, absolument pas dans un paysage, on va dire, de montagne, même si les Andes ne sont pas loin. Et ça m'amène en fait à un point intéressant qui est que, vous le savez sans doute, puisqu'il est très connu, que Hergé, l'auteur des Tintins, ne voyageait pas. Je crois que l'histoire raconte qu'il est
que le seul voyage qu'il a fait, je peux me tromper, hein, mais il me semble avoir lu que le seul voyage qu'il a fait, c'est quand il s'est rendu en Chine pour rencontrer Chang, qui était son ami et que l'on voit dans Tintin au Tibet. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours sur Tintin hein, aujourd'hui, mais ça m'amène à un point qui me paraît intéressant, c'est que, en fait, je parlais de recherche tout à l'heure en vous disant que j'essaie toujours de beaucoup faire de recherche avant d'écrire, et c'est une partie qui m'intéresse énormément. Eh bien, lui travaillait justement, non pas à partir d'Internet, bien sûr, à son époque, mais il s'informait beaucoup, il le lisait beaucoup. En fait, je crois qu'il s'informait à partir de tout ce qui lui tombait sur la main et son talent faisait le reste. Son talent faisait le reste pour créer un univers, peut-être un univers qui lui ressemblait plus que la réalité des lieux. Comme je vous le disais pour Lima, il a fait quand même une grossière erreur, mais il m'a quand même donné l'envie d'aller à Lima. Et finalement, peut-être qu'il a raison quelque part, le port du Callao se trouve peut-être à 3000 mètres d'altitude dans une autre réalité, en tout cas la réalité d'Hergé. Cette création de réalité, c'est le fondement pour moi de l'écriture. Avant de continuer, j'aimerais qu'on ait des échanges informels. Donc, Raissa, n'hésite pas à m'interrompre et si vous le souhaitez, quiconque veuille me poser une question ou faire un commentaire ou me demander de répéter si ce que j'ai dit n'a pas été clair, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'apprécie beaucoup les échanges. Alors, de cette expérience dont je parle, de l'écriture donc de ce dessinateur d'Hergé qui écrivait à partir sans voyager, ce n'est pas du tout ma façon de procéder, pas du tout. Moi, je ne fais jamais se rendre mes personnages dans un endroit que je ne connais pas. Donc, il s'agit toujours, et de plus, ce ne sont pas des pays où je me suis rendu en tant que touriste, parce que j'ai besoin de connaître profondément le pays euh, dans lequel se situent mes romans. Donc, il n'est pas suffisant pour moi d'y être allé comme touriste, il faut que j'y ai vécu. Ça me permet de connaître, en fait, avec une certaine profondeur, on va dire, les lieux qui sont le théâtre de mes récits. J'ai eu la chance, donc, de vivre plusieurs années dans différents pays, et particulièrement en Amérique latine. Alors, pas seulement, Raissa l'a mentionné, j'ai eu aussi la possibilité et la chance de vivre 6 années à Madagascar, qui est un pays que sans doute vous ne connaissez pas puisqu'il est assez méconnu et puis quand même très loin du Brésil. Mais c'est un pays qui vaut la peine aussi. Alors, pourquoi, en dehors de cet amour pour l'Amérique latine, parce que je peux parler d'amour, pourquoi situer mes romans dans les pays que j'ai connus en Amérique latine ou à Madagascar? Je crois que ça me permet de continuer quelque part, quand j'en suis parti, de continuer à y vivre intensément, si vous voulez. Parce que la recréation avec l'écriture vous immerge totalement dans des images que vous traduisez en mots. C'est ainsi que je commencerai à qualifier le processus de l'écriture. Et puis, il y a autre chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est que écrire a posteriori sur des pays où j'ai vécu, comme je l'ai fait quand j'ai écrit à Paixão de Tiradentes, je n'étais plus au Brésil, j'y reviendrai, mais j'ai vécu 2 fois au Brésil et entre mes 2 séjours, il y a eu 4 ans d'intervalle. Et ce roman, nous l'avons écrit, Stéphania Assunção et moi, puisqu'on l'a écrit à 4 mains, comme on se plaît à dire. Elle était au Brésil et j'étais en France. Je n'étais plus au Brésil. Ça m'a permis, comme avec d'autres romans, de revenir sur cette expérience dans ce pays, au Brésil en l'occurrence, mais sans doute de mieux le comprendre, c'est-à-dire d'analyser, vous savez, des facettes du Brésil en l'occurrence, mais aussi des autres pays sur lesquels j'ai écrit,
avec un recul, peut-être en assimilant des choses que j'avais vues, pardon, mais que je n'avais pas nécessairement comprises. Donc, ça passe pour moi par l'écriture. Marc, et Raïssa. j'aimerais te demander encore, Marc, de nous dire un peu, parce que les deux versions, la version française, la version finale française et la version finale brésilienne, elles ne correspondent pas exactement. On ne peut pas dire que c'est une traduction, n'est-ce pas? En fait, les personnages n'ont pas les mêmes noms, ils ne s'appellent pas de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les différences? Comment tu as eu cette idée, en fait, de ne pas vraiment traduire, mais de réécrire un peu à la Samuel Beckett avec son Attendant Godot de versions Oui, en deux alors, langues différentes. Voilà, si tu peux commenter. absolument. Alors, dans le cas du roman Apache et Tiradentes, effectivement, je viens de vous dire que nous avons écrit, donc nous sommes deux auteurs, Stéphania Assunção et moi, et nous étions dans deux endroits différents quand nous l'avons écrit, et tout est dualité, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on est dans deux endroits différents, nous sommes de deux nationalités différentes. Je vous expliquerai après comment est née peut-être la jeunesse de ce roman. Mais il est vrai, tu as tout à fait raison Raïssa, que ce n'est pas une traduction. Il existe dans les deux versions, hein, ce roman. Il existe en portugais, pardon, Apaixon et Tiradentes, et il existe en français sous le titre La liberté même tardive. Déjà, vous constaterez que, enfin, vous savez tous pourquoi la liberté même tardive et Apaixon et Tiradentes, bien entendu, vous permet de comprendre quel est le thème. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, nous travaillons avec un i, c'est-à-dire à l'imparfait, nous travaillions chacun de notre côté et chacun était chargé d'une partie de l'écriture du roman. Et lorsque nous avions terminé d'écrire la partie qui nous incombait, eh bien, on se réunissait sur Internet, Stéphania et moi, et si on était satisfait de ce qu'avait écrit l'autre, eh bien, nous le traduisions, si vous voulez. Mais nous le traduisions au fur et à mesure, ce qui fait qu'au bout du compte, il y a eu un roman écrit de façon simultanée en portugais et en français. Et Raïssa elle connaît bien le roman, donc elle a tout à fait raison de dire que de plus, il y a des différences. Alors, il y en a une que je peux dévoiler à moitié, mais vraiment qu'à moitié, et surtout avec des collègues du Minas Gerais, puisque on a estimé qu'il ne fallait pas que la fin soit la même dans la version française que dans la version portugaise, parce qu'on voulait éviter qu'il y ait des destructions à Congonhas. Je ne peux pas en dire plus, mais il s'agit des prophètes. Une autre raison qui fait que le roman est un peu différent, c'est que je crois que ça rejoint ce que je vous disais sur la réalité des auteurs. Stéphania a sa propre vision des choses et moi j'ai la mienne. Et donc, il y a une version qui est plutôt pour des lecteurs français, qui est la mienne, une version qui est plutôt pour des lecteurs brésiliens, qui est la sienne, mais aussi ça s'applique à l'auteur. C'est-à-dire que la version portugaise, c'est plutôt la version qui est proche de Stéphania, et la version française, c'est plutôt la version qui est proche qui m'est proche, notamment la description d'Oro Preto. Je vous proposerai tout à l'heure peut-être un extrait justement de l'arrivée du personnage qui s'appelle Boris. Il s'appelle Boris dans la version portugaise, je crois, je m'y perds. Non, non, Philippe. Philippe dans la version portugaise et Boris dans la version française. Vous voyez, c'est l'histoire de l'écrivain qui se souvient plus de ses personnages. Est-ce que vous savez, je ne me compare pas du tout à lui, hein, mais est-ce que vous savez, et ça je trouve l'anecdote extraordinaire, pardon de faire des digressions, hein. Si je deviens incompréhensible, arrêtez-moi. Mais est-ce que vous savez que Balzac, lorsqu'il était à l'article de la mort, il a appelé Horace Bianchon en disant « Lui saura me soigner ». Et vous savez qui était Horace Bianchon? Eh bien, c'était un de ses personnages. Un médecin, mais un de ses personnages. Voyez, donc on finit par mêler ces personnages.
Et une autre digression, vous allez dire que j'aime les digressions, mais est-ce que vous avez lu le roman de Mario Vargas Llosa? Vous avez compris que c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle en français La tante Julia et le scribouillard. En portugais, je ne sais pas comment il s'appelle. En espagnol, c'est La tía Julia y el escribidor. Personne ne l'a lu? Acho Eh bien, que, je pense que c'est Tia Julia também. La tía Julia, voilà. Je, Eh bien, dans ce je roman ne l'ai pas. que je vous conseille, parallèlement aux histoires qui sont, il y a des histoires qui s'enlacent, et l'une des histoires, c'est un auteur de radionovelas, hein, ce n'était pas les telenovelas à l'époque, et qui commence à mélanger tous ces personnages. Donc, il fait réapparaître des personnages, voilà. Tout ça pour vous dire que la question que les auteurs parfois ont du mal à maîtriser leurs personnages, peut-être parce que leurs personnages veulent vivre seuls et ont leur propre vie. Enfin, ça me ramène, enfin, je reviens à ce que je vous disais sur la différence des deux livres, A Passion et Tiradentes et La liberté même tardive. Eh bien, si vous avez entre les mains les deux romans, vous verrez que la version française est plus épaisse. Elle est plus épaisse parce que j'ai laissé des détails qui, à Stéphania, semblaient moins importants pour des Brésiliens, puisque vous les connaissez, on va dire, ces détails, alors que les Français ne connaissent pas, connaissent beaucoup moins, évidemment, l'histoire de Tiradentes. Voilà. Oui, ce que je voulais vous dire aussi sur le pourquoi je situe mes romans, j'aime situer mes romans dans les pays où j'ai vécu. Je vous disais que c'est une façon pour moi d'assimiler ce que j'ai appris dans ces différents pays. Et c'est aussi pour moi une façon écrire comme voyager. Je crois que c'est une façon de vivre de multiples vies. Vous voyez? Peut-être une remarque un peu personnelle, mais je suis rentré en France en 2019 après avoir beaucoup voyagé, puisque j'ai été en poste, comme l'a rappelé Raissa, au Brésil, au Pérou, à Madagascar avant. Et je suis dans une période, je crois, où je profite a posteriori de toutes ces expériences. Et pour moi, ça se traduit par l'écriture. Et ça m'amène à un autre point aussi qui, je pense, vous intéressera parce que c'est la question de la langue. Écrire sur un autre pays, ça se rapproche pour moi de parler, du fait de parler une langue étrangère. Alors, je parle portugais de moins en moins bien, hein, je m'en excuse, mais l'éloignement fait que je crois que j'ai beaucoup perdu. Mon amie Lucia, qui est ici présente, a souvent la gentillesse de me dire que je parle encore bien, mais la langue étrangère, pour moi, la première langue étrangère, c'est l'espagnol, puisque j'étais professeur d'espagnol et je pratique l'espagnol à la maison. Et j'ai vécu au Mexique 4 années entre 2015 et 2019. Eh bien, pour moi, le fait de parler une langue étrangère, et je pense que vous qui êtes bilingue, qui êtes professeur de français, vous devez avoir la même impression. Lorsque je parle espagnol, je ne suis pas la même personne que lorsque je parle français. Je pense que vous serez d'accord avec moi, la langue vous conduit à un modèle de pensée, finalement. Il y a des choses que l'on dit en espagnol, il y a qu'on ne dirait pas en français. Il y a des choses que je dirais en portugais, sans doute, et que je ne dirais pas en français, et également pour vous, je pense. Donc, c'est pour moi parler une autre langue, comme écrire sur un autre pays, c'est en fait être dans de nouvelles vies, ouvrir de nouveaux sentiers, si vous voulez. Et on est ainsi quand on écrit une autre personne, comme quand on parle une langue étrangère. Mais sur cette question, je voudrais quand même dire que ça va peut-être vous paraître contradictoire, mais j'estime quand même qu'on peut voyager sans bouger. Parce qu'il y a un vrai voyage qui est aussi le voyage intérieur et que j'ai essayé d'explorer, j'y reviendrai dans mes 2 derniers romans. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, un commentaire, vous me dites. Hein.
va bien. On continue, on t'écoute. D'accord. Alors, le Brésil, puisque mon intervention s'intitule Marc Boisson, un écrivain français au Brésil. Quelle est la place donc du Brésil dans mes romans? Vous l'avez compris, on en a déjà parlé, elle est grande. On reparlera de La liberté même tardive, donc qui se déroule tout près de chez vous, et tout près de Raissa, un peu plus loin que sa fenêtre ouverte, puisque ça se situe à Villarica, n'est-ce pas, à Ouro Preto. Mais le Brésil est également présent dans mon avant-dernier roman, Il est mort Jim. Et pour dévoiler un petit peu de la surprise, dévoiler un petit peu la surprise dont je parlais à Raissa, c'est la surprise que je lui ferai tout à l'heure, elle concerne ce livre, je crois. Enfin, je crois que ça sera une surprise. Le Brésil n'apparaît pas dans Vox Latina, dans mon premier roman, et pour cause, puisque je ne connaissais pas encore le Brésil à l'époque. Je vais vous dire un peu comment je suis arrivé au Brésil, puisque je n'étais pas destiné, moi, à aller au Brésil. Donc, comme je l'ai déjà dit, comme Raissa l'a mentionné, j'étais hispaniste de formation, et ce sont les hasards des nominations dans le réseau culturel à l'étranger, le réseau culturel français, qui m'a permis de connaître votre pays. Ça, c'était dans les années 2010. Bien, je devais aller au Pérou. Ensuite, je devais aller à Cuba. Et finalement, je suis allé à Campinas, au hasard des nominations. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai connu le directeur de l'Alliance française de Belo Horizonte, Yves Mahé, mon collègue Yves, qui était à l'époque à Porto Alegre. Et le Brésil a été pour moi une heureuse découverte. La meilleure preuve de cette heureuse découverte dont je parle, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, après 4 ans d'interruption, je suis rentré 4 ans après le poste de Campinas en France. Je suis revenu au Brésil, puisque j'ai travaillé ensuite à São Paulo. Et puis, je suis toujours intéressé, ça ne va pas vous surprendre en relation avec ce que je vous ai déjà dit, dans donc l'approfondissement des cultures des pays où je me trouve. Le Brésil, évidemment, s'y prête très, très bien, quand on parle des cultures, c'est un endroit tout indiqué pour découvrir ces cultures, justement. Je voudrais mentionner un guide, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais un guide, un ami que j'ai gardé à Campinas. C'est lui qui a fait mon éducation littéraire, non pas littéraire, mais plutôt, on va dire, historique et anthropologique. Quand je suis arrivé à Campinas, il m'a conseillé 3 livres que vous connaissez et qui ne vont pas vous étonner et qui m'ont beaucoup aidé à entrer dans votre culture. Le premier que j'ai lu, c'est Casa Grande et Senzala de Gilberto Freire. Ensuite, j'ai lu O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Et puis, j'ai lu Raízes do Brasil de Sergio Buarque de Holanda, dont j'aime beaucoup aussi les chansons du fils, Chico Buarque. D'ailleurs, en parlant de musique, cet ami qui s'appelle Junior, Roberto Goulart, m'a aussi permis de connaître les musiques brésiliennes, et ce goût pour les musiques brésiliennes ne m'a pas quitté. Hier soir, avec l'apéritif du vendredi soir, d'ailleurs, j'écoutais encore de la musique brésilienne, pour tout vous dire. Donc, cette musique m'accompagne partout. Et puis, j'ai connu 2 villes qui m'ont beaucoup marqué au Brésil, Rio de Janeiro et Ouro Preto. Alors, je vais vous parler plus d'Ouro Preto que de Rio de Janeiro, mais quand même vous dire que, quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette ville de Rio de Janeiro, c'est pour moi une ville fascinante. Fascinante, au-delà de l'évidente qualité esthétique de la ville, c'est pour moi un lieu assez extraordinaire.
La première fois que je suis allé à Ouro Preto, je ne sais pas si je te l'ai dit, Raïssa, mais j'ai été déçu. Alors, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Parce que je suis arrivé, c'était le soir, en bas de la ville d'Ouro Preto. Je me suis dit, tiens, ça c'est Ouro Preto, j'ai lu tellement de choses magnifiques sur cette ville et je ne voyais rien de magnifique. Et j'en parle d'ailleurs, je crois, je décris cela dans l'arrivée de mon personnage à Ouro Preto, n'est-ce pas, dans le roman, Appassionate Tiradentes. Mais en fait, c'est le lendemain que, une fois que c'est déjà en montant dans la ville, en posant nos affaires, et le lendemain en me réveillant, que j'ai découvert la ville et que tout de suite j'ai été attiré par cette ville. Je l'ai trouvée belle et quand je dis attirante, c'est le terme, je crois, qui s'y prête le mieux, avec une énergie qui m'a tout de suite, comment dire, une énergie qui m'a empli. Vous savez, quand je, quand je suis arrivé à Ouro Preto, donc le lendemain de cette arrivée dont je parle, comment vous dire, j'ai eu l'impression de voir des attelages de nobles passer devant moi, suivis par des esclaves à pied. Je connaissais bien les villes coloniales du Pérou avant d'arriver dans le Minas Gerais. Et puis j'ai ensuite connu les magnifiques cités coloniales du Mexique, que je vous conseille si vous ne les connaissez pas encore. Mais Ouro Preto, aussi Tiradentes, Congonhas, pour moi, ont un caractère, ces villes ont un caractère bien à elles. Je dirais que on voit qu'elles n'ont pas été édifiées par les Espagnols. Je ne suis pas historien, je ne suis pas architecte. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui pourraient l'expliquer. Je ne connais pas exactement les différences, on va dire architecturales et historiques surtout, qui expliquent la particularité des villes coloniales du Minas Gerais, mais elles ne ressemblent pas, elles peuvent ressembler, mais elles sont bien différentes des villes coloniales du côté hispano-américain. Et puis, je ne peux pas les comparer avec les villes du Portugal, puisqu'on peut peut-être penser que, vous me direz, qu'il y a des villes peut-être au Portugal qui ressemblent aux villes de Minas Gerais. Moi, je ne suis allé qu'à Lisbonne pour l'instant au Portugal, donc là, je ne sais pas. Et moi, j'ai donc été charmé par cette ville, par Ouro Preto, et j'ai essayé de décrire mes sensations dans le roman, hein, quand j'ai découvert dans cette ville, quand j'y ai mis les pieds, ou plutôt, on va dire, les roues de ma voiture. Je vous propose de vous lire un passage, comme je le disais, de cette arrivée de mon personnage, donc Boris dans la version française et Philippe dans la version portugaise. Ça, Figurez-vous, c'est une chance, Marc, finalement, parce que c'est la première fois que tu es venu à Ouro Preto, on ne se connaissait pas encore. Donc, n'est-ce pas? Je pense que tu étais venu avant qu'on se connaisse. oui, Et si je t'ai connu, je t'aurais fait tout de suite visiter, voir les points de vue. Ton personnage n'aurait pas eu la même sensation de découverte. voilà, donc c'est bien aussi de découvrir par soi-même. Mais je rappelle que mon personnage est déçu le soir en arrivant en bas de la ville, mais est tout de suite émerveillé lorsqu'il ouvre les fenêtres de la maison chez sa tante. Voilà. Alors, je cite, Ouro Preto est une ville coloniale située sur plusieurs collines. Et sur ces hauteurs, comme si elles avaient été créées pour ça, il y a des églises. Lorsque leurs cloches sonnèrent à plusieurs reprises, j'eus l'impression d'un jeu de cache-cache. Je cherchais à identifier d'où venaient les tintements, et sitôt que je crus y être parvenu, ça sonnait à un autre endroit. Les églises se dressaient fièrement pareilles, avec leurs façades blanches aux bords bruns et leurs deux clochers. Elles n'étaient jamais pourtant identiques et même parfois très différentes au deuxième regard.
Il y en avait avec des angles ronds et d'autres carrément rectangulaires. Je voulais les visiter toutes. Voilà un extrait de ce roman, et je vous l'ai dit, je crois, le même extrait figure dans mon avant-dernier roman, Il est mort Jim. Bon, ce n'est pas du plagiat, puisque je suis le co-auteur de Apachon et Tiradentes. Peut-être vous dire que l'extrait que je viens de lire, je l'ai choisi également pour vous parler d'un point important, c'est la visualisation. Cet extrait passe par la vue expérimentée par les sensations de mon personnage. Eh bien, moi, je dois voir les scènes avant de les écrire, pour vous parler un peu de mon processus d'écriture. Même si je vous disais tout à l'heure que j'ai besoin de connaître les lieux pour y situer une trame, ça ne veut pas dire pour autant que je ne décris que ce que j'ai vu. À partir du moment où je connais le lieu, où j'ai une intrigue, c'est l'imagination qui fait le reste. Et je peux vous dire que moi, je vois les scènes comme si j'y étais. Quand j'écris, les scènes m'apparaissent. Donc, elles s'inventent elles-mêmes, on va dire. Et je les recrée par l'écriture. Donc, en fait, visualiser des scènes me permet d'imaginer leur succession, en fait, et donc la succession des phrases, des actions, et aussi de vérifier leur authenticité. Cette question de l'authenticité et de la vraisemblance dans l'écriture me paraissent des concepts clés. Sans eux, il me semble que le lecteur se rend vite compte que quelque chose cloche, on va dire, que quelque chose ne va pas sans cette authenticité, cette vraisemblance. Et il va aller regarder derrière le roman. Comment vous dire? Ça vous est déjà arrivé, je pense, de voir un film et puis de ne pas être pris par sa trame. Donc, en fait, il y a quelque chose qui cloche, par exemple, une musique trop forte, on voit trop la machine derrière le film, on voit trop comment le film a été fait, si vous voulez. Mais si, je crois, un roman n'est pas authentique, on n'y adhère pas, s'il n'est pas vraisemblable, et on commence à se demander comment il a été écrit. Vous voyez, on va à la cuisine du restaurant au lieu de déguster les plats dans le restaurant. Voilà. Alors, je crois que si, en revanche, l'authenticité est là, le lecteur se laisse entraîner par l'histoire. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais en tout cas, c'est mon but. Et de la même façon, les personnages, me semble-t-il, doivent absolument être vraisemblables. Moi, j'ai parfois des doutes sur mes personnages. Encore une fois, je sais très bien que tout est perfectible et on a la sensation de meilleure réussite dans la création de personnages que d'autres. Parfois, il y a des personnages que j'aime beaucoup, particulièrement, et qui sont des personnages secondaires. Et je vais peut-être vous étonner, mais lorsque je reprends dans mes romans, je mentionne et je fais agir des personnes existantes, il peut y avoir un problème d'invraisemblance aussi. Parce que, comment dire, on peut ne pas être crédible dans sa vie, donc ne pas être crédible non plus quand on bascule dans un roman. Bon, là, je plaisante un peu, je mêle la réalité et la fiction. Mais en tout cas, je crois que lorsque les personnages sont vrais, quand ils paraissent vrais, évidemment, eh bien, ils conduisent l'auteur, enfin, ils me conduisent moi, et les lecteurs, j'espère, vers des sentiers que nous n'avions pas nécessairement envisagés. Vous savez, il y a des auteurs, beaucoup d'auteurs, vous avez dû l'entendre à plusieurs reprises, qui disent à partir du moment où j'écris, il y a un instant, une phase où les personnages mènent leur propre vie. Lorsque je lisais cela avant d'écrire, je pensais que c'était une coquetterie d'écrivain.
Mais je vous assure que c'est vrai. Il y a un moment, quand on écrit un roman, où on a l'impression que les personnages mènent leur propre vie. J'ai eu l'occasion à São Paulo, lors d'un Bate-Papo il y a un mois, de mentionner à ce propos une illustration que je n'avais pas prévu de vous redire, mais je vais peut-être quand même vous dire. Dans mon avant-dernier roman, qui s'appelle Il est mort, Jim, à un moment donné, le personnage féminin, qui s'appelle Lisangela, part au Japon. Alors, je ne vais pas donner de détails parce que c'est la fin c'est dans le dernier tiers du roman. Je ne vais pas dévoiler la fin, mais ça n'a pas d'influence sur le dévoilement. Eh bien, lorsque j'ai écrit cette partie, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle me faisait la surprise de son départ. Je ne savais pas du tout que mon personnage allait partir du jour au lendemain au Japon, et j'ai l'impression qu'elle y est encore. C'est un exemple, si vous voulez, de dépassement du personnage, où le personnage dépasse l'auteur. Si vous voulez, je passe maintenant, je reviens au roman A Paixão de Tiradentes et la liberté même tardive. Donc, on en a déjà parlé. J'ai eu l'occasion de présenter en 2014 ce roman à l'Alliance française de Belo Horizonte. Nous sommes deux auteurs, donc Stefania Assunção et moi. Il s'avère que Stefania Assunção est mineira et que moi, j'étais très intéressé à écrire sur cette région du Minas Gerais, vous l'avez compris. Et on voulait écrire un roman qui dépasse les siècles, qui mêle le passé et le présent, et puis donc qui se situe dans un lieu qui ait un sens pour nous deux. Eh bien, il se situe en France, il se situe à Paris, le roman, dans le présent, et il se situe à Villarica, dans le passé. Dans le passé, évidemment, de l'histoire de Tiradentes. Et nous avons donc naturellement, quand nous avons décidé d'écrire sur le Minas Gerais et sur la France, nous avons naturellement pensé au personnage de Tiradentes. Pour vous parler de ce roman, peut-être que la meilleure chose, c'est que je vous lise la présentation officielle, qui est la 4e de couverture d'une des éditions du roman et qui est sur mon site, dans la partie Les livres. La liberté même tardive, c'est l'histoire d'un jeune étudiant, Boris, Boris ou Philippe, qui part habiter quelques mois dans la ville coloniale d'Ouro Preto et qui y vivra une aventure qui va radicalement changer le cours de son existence. 2 assassinats, une statue en bois creux, des diamants et un manuscrit du XVIIIe siècle sont le point de départ. Teresa, une jeune juive qui part se réfugier au Brésil, se retrouve mêlée à Villarica, donc l'ancien nom d'Ouro Preto, mais on le précise dans la version française, se trouve mêlée au mouvement de l'Inconfidencia, qui manqua de changer radicalement le cours de l'histoire du Brésil. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et ceux qui m'auraient déjà entendu dans une présentation du livre lorsque j'étais au Brésil l'auront entendu, que nous étions, quand on a écrit ce roman, Stefania au Brésil et moi en France, et c'est un roman qui n'aurait donc jamais pu être écrit sans Internet, puisque nous communiquions de cette façon-là. Je vous ai dit aussi que la fin divergeait, donc je ne vais pas y revenir. Ce roman, vous pouvez le trouver actuellement dans sa version papier, dans la dernière édition, qui est celle de LEF Publicações, qui est la maison d'édition de la librairie française de São Paulo, à Livraria Francesa, qui est également à Rio de Janeiro, mais je ne crois pas qu'elle soit à Belo Horizonte. Yves? Non. Non, il n'y a pas, non. C'est sur Internet qu'il faut commencer. Ainda não, comme on dit au Brésil, n'est-ce pas? Et donc, on peut commander le livre sur Internet, effectivement, mais ce n'est plus, on ne peut plus le commander à travers le site de la librairie française. C'est estancevirtual.com.br. C'est là que vous pouvez le trouver si vous voulez le commander. Est-ce que quelqu'un a déjà lu
hors Raissa et Lucia, ce roman? Pas de réaction, donc je pense que Pas encore, personne donc. ne l'a Ainda entendu. não. Ainda não. Ainda não. Avant de vous parler de mes deux derniers romans, je vais peut-être vous parler un peu plus du processus de création littéraire. Comment pour moi, une idée se transforme en roman? Puisque Appassione Tiradentes, c'est une exception. Les autres romans, je les ai écrits seuls. Je ne sais pas très bien ce qui motive le démarrage d'un projet d'écriture. Je dirais que c'est comme une idée, tout d'abord très lointaine, qui s'approche. Vous savez, comme un oiseau, vous verriez loin. J'ai pris l'exemple de papillon à une autre occasion aussi. On va dire un oiseau cette fois. Un oiseau qui est loin, vous l'apercevez au loin, et puis il s'approche, et tant qu'il n'est pas à côté de vous, c'est donc l'oiseau, c'est l'idée du roman, eh bien, vous ne la faites pas vôtre. Elle n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas, moi, je ne peux pas écrire si je ne laisse pas s'installer l'idée en moi, si vous voulez. Mais je m'abstiens toujours de courir après l'idée. C'est-à-dire que si l'idée ne s'est pas concrétisée en un projet, une envie forte d'écriture, je ne peux pas démarrer un projet d'écriture. Il faut donc que l'idée grandisse et avec ça, je suis conduit à l'écran, si vous voulez, pour écrire le début du roman. Je me vois maintenant comme si l'écran était partagé. C'est moi qui l'ai partagé, sans le vouloir. Attendez. Raissa, est-ce que tu vois aussi un écran partagé? Non. Ah, c'est bizarre. Alors, Oui, attendez. l'écran est partagé, oui. Pourtant, je ne l'ai pas partagé, moi. Non, parce que je pense qu'on n'a pas l'autorisation de le partager. C'est le propriétaire, l'anfitrion D'accord. de la réunion. Donc, je n'ai rien à faire. C'est quelqu'un. D'accord. Oui, j'allais vous dire que c'était extrêmement important quand quand je démarre un projet d'écriture. Pour moi, il est extrêmement important d'avoir une grande envie d'écrire. Et d'ailleurs, ça ne serait pas possible autrement puisque le travail d'écriture est quand même un travail très intense. Donc, il faut absolument être motivé pour le réaliser. Il faut beaucoup d'envie. C'est beaucoup de travail, il faut donc beaucoup d'envie. Voilà, je voudrais, pour terminer, et avant de vous passer la parole, parce que sans doute que la partie la plus intéressante, en tout cas pour moi, la partie la plus intéressante, ce sont les échanges avec vous. J'aimerais vous parler de mes deux derniers livres. Donc l'avant-dernier qui s'appelle Il est mort Jim, et mon dernier roman, porte un nom qui vous surprendra peut-être, il s'appelle Ça n'intéresse personne. Mes deux derniers livres peuvent être commandés dans la rubrique librairie de mon site marqueboisson.fr. Depuis le Brésil, vous pouvez les commander en version e-book. C'est beaucoup moins cher et c'est absolument sûr. Le roman Il est mort Jim, pour commencer. Alors, Il est mort Jim, c'est vraiment toute une aventure qui va au-delà de l'aventure de mon personnage, qui est aussi une aventure personnelle. En fait, dans Il est mort Jim, mon personnage, qui s'appelle Jim Rosso, comme dans mon premier roman, j'aime bien reprendre les noms des personnages d'un roman à l'autre. Dans Il est mort Jim, il habite au Pérou, il a 58 ans et il est prof d'université. Ça ne va pas étonner Raissa si je dis qu'il est prof d'histoire à l'université et il décide de faire une dernière recherche. Après les recherches qu'il a pu mener, notamment son doctorat, de manière universitaire, on va dire, il décide d'écrire, de faire une recherche sur un thème qui, à 58 ans, l'intéresse beaucoup,
qui est la vie après la mort. Alors, il ne va pas trouver de directeur de thèse pour l'accompagner, mais il va mener quand même cette recherche comme celle qu'il avait menée auparavant dans le cadre de ses recherches historiques. Et ça m'amène au fait que d'agnostic, il va évoluer. Quand il débute son chemin, c'est un agnostique. Au fur et à mesure qu'il va découvrir les différentes spiritualités, ça va avoir une grande influence dans sa propre vie. Donc, il vit un processus de changement. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que je lui ai, moi, emboîté le pas. Donc, vous voyez, les personnages peuvent avoir tellement d'importance pour un auteur que finalement, un auteur peut être déterminé par son personnage. Moi, j'ai vécu on va dire, un chemin spirituel, dans le sens large du terme, qui était celui de mon personnage. Et au fur et à mesure que mon personnage le menait, on va dire. Alors, ce n'est pas tout à fait involontaire, mais il m'a servi d'expérimentateur, on va dire. Et lui comme moi avons été confrontés non, puisque c'était plutôt un événement, j'allais dire joyeux est un peu trop, mais des événements très intéressants. Nous avons été confrontés à des synchronicités. Vous savez, les synchronicités, ce sont ces hasards qui font sens. Il y a une synchronicité dont je parle beaucoup que j'ai déjà mentionné à d'autres reprises, puisqu'elle concerne le titre de mon roman. Eh bien, figurez-vous que le titre « Il est mort Jim », il est apparu un jour sur l'écran de mon ordinateur, sans que je n'ai fait quoi que ce soit pour qu'il apparaisse. C'est très étonnant, puisque ce roman parle de la vie après la mort. Mon personnage s'appelle Jim, et un jour, lorsque j'étais à São Paulo, j'étais même pas en train d'écrire, mon écran s'est éteint, et tout d'un coup, j'ai vu apparaître au milieu de l'écran « Il est mort Jim ». Extraordinaire. Il y a une raison à cela, c'est d'ailleurs le fonctionnement des synchronicités, et je pense que vous ne la connaissez pas parce que ça ne nous est sans doute jamais arrivé. Chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit que ça ne lui est jamais arrivé. En fait, ce « Il est mort Jim », c'est une plaisanterie d'informaticien. Si vous avez un jour un problème avec Chrome, Google Chrome, eh bien, vous pouvez avoir cette phrase qui apparaît sur l'écran. Mais elle n'apparaît que très, très rarement, et c'est devenu le titre de mon roman. Une autre synchronicité que j'aime bien mentionner aussi, c'est le chat Père-Lachaise. Vous savez, le cimetière du Père-Lachaise à Paris, je pense que vous y êtes allés ou vous souhaitez tous y aller un jour, ne serait-ce que pour aller voir la stèle d'Allan Kardec, dont je parle beaucoup dans Il est mort Jim. Eh bien, je n'étais jamais allé au Père-Lachaise avant d'écrire le passage qui s'y déroule dans mon roman Il est mort Jim. Dans mon roman, j'imagine que le personnage, Jim Rousseau, se rend au Père-Lachaise une belle journée d'hiver. Je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé que ça serait à ce moment-là. Et moi, quand j'ai écrit, après avoir écrit ce passage, j'ai décidé d'aller visiter le Père-Lachaise quand même, puisqu'il fallait que je vérifie que ce que j'avais écrit était, on va dire, n'était pas contraire à la réalité de ce cimetière. Je voulais y aller au mois de juillet, l'été, je n'ai pas réussi à y aller cette année-là au mois de juillet. J'y suis allé au mois de janvier, et ce jour-là, de façon très étonnante, c'était l'hiver, hein, il fait quand même rarement beau en hiver, bien qu'aujourd'hui ce soit le cas. Il faisait beau le jour où je suis allé au Père-Lachaise cette année-là. Et il y a une anecdote qui court sur l'histoire de ce cimetière. Il faut savoir qu'avant que ça devienne un cimetière catholique, on va dire, c'était un endroit où les Celtes enterraient leurs morts. Et on dit qu'il y avait une coutume très sanguinaire qui consistait chez les Celtes à sacrifier une personne lorsque on inaugurait un cimetière. Et on dit que cette personne sacrifiée hante le cimetière sous l'apparence d'un chat roux, un peu comme la couleur qu'il y a derrière moi.
Eh bien, vous me croirez ou non, à la fin de ma visite du cimetière, tout à coup, un charroux est arrivé, s'est juché sur la tombe à côté de moi. J'ai pris une photo, donc si vous ne me croyez pas, je peux vous envoyer la photo. Donc voilà en ce qui concerne les synchronicités de ce roman Il est mort Jim. Et c'est là que j'arrive à une question à Raïssa, dont je parlais dès le début de mon intervention. Raïssa, est-ce que tu sais que tu es présente dans le roman Il est mort Jim? Que Ah tu es un bon? des personnages? Aucune idée. Eh bien voilà, je vais vous... J'avoue par contre, en faisant cette confidence, j'avoue que je ne l'ai pas lu, pas encore lu. Non, Donc c'est j'espère que tu vraiment vas le lire. dommage. Oui. J'espère que tu vas le lire, mais je vais vous lire un extrait où la directrice de l'Alliance française, Doro Preto, apparaît dans le roman. Puisque figurez-vous que dans ce roman, non, pardon, non, Il est mort Jim, mon avant-dernier roman, j'ai imaginé que ce personnage, Jim Rosso, se rendait à Oro Preto pour le lancement du livre, cette fois écrit par sa tante Véronique, et par son étudiant, l'étudiant de sa tante, qui s'appelle Burro, tu te souviens, dans Apaixonada de Tiradentes. J'ai changé leur nom. Dans le roman Il est mort Jim, elle s'appelle Valentine et lui s'appelle Enrique. Donc, ce sont des jeux de miroir, on va dire, qui existent entre ces deux romans, Apaixonada de Tiradentes et Il est mort Jim. Et donc, je décris le lancement que nous avons connu tous les deux, Raïssa, du roman à la librairie. Super. La personne qui, le lancement, qui assure, comme tu le fais maintenant, la médiation, s'appelle Raissa Paum. Mais je ne mentionne pas ton nom, je la mentionne, ce personnage, je le mentionne comme la directrice de l'Alliance française d'Europreto. Est-ce que je peux demander, Lucia, ton aide et que tu publies l'extrait dont je vais lire une partie, s'il te plaît? Je vais vous lire un extrait voilà, que Lucia vient de publier, merci. Vous pourrez lire l'ensemble si vous voulez, je vais vous lire que des extraits de cette présentation à la librairie d'Oro Preto. Je ne pus aller plus loin dans ma lecture avant le samedi où je me retrouvais dans le bar-librairie de Poliana pour le lancement de Apaixonada de Tiradentes. Je lis des extraits simplement. Les deux auteurs du livre avaient été happés par des journalistes à leur arrivée. Je les vis très sérieux, debout devant un microphone, tandis que la salle se remplissait. Valentine, donc Valentine c'est la prof d'histoire, Valentine m'avait dit qu'il était fort heureux qu'Enrique ait beaucoup d'amis, et elle des étudiants qui n'avaient pas tous gardé un mauvais souvenir de ses cours, car il était rare que le public se déplace pour un lancement de livre. Je crois que tu me l'avais dit, ça, Raïssa. Effectivement, la Oui, tout quarantaine, à fait. effectivement, la quarantaine de personnes qui entra semblaient composées de familiers. Ils se parlaient comme de vieilles connaissances d'une petite ville. Je me trouvais un peu à l'écart et choisis de m'asseoir en attendant l'introduction que fit bientôt la directrice de l'Alliance française locale. Je compris à peu près tout ce qui fut dit avec l'aide de l'espagnol et bien mieux que je ne m'étais débrouillé lors de mon premier séjour. Il faut dire que mon personnage est allé 2 fois dans le roman au Brésil. La directrice commença par une présentation de la trame à laquelle j'accordais une note positive, car je détestais les lancements où on partait du principe que tous les participants avaient lu le livre. Donc, je ne vais pas vous lire l'ensemble, mais je voudrais vous lire encore une petite partie, puisqu'elle concerne la directrice de l'Alliance française. La directrice, utilisa ensuite le sujet de la dualité comme fil conducteur. Enrique et Valentine expliquèrent que c'était un livre écrit à deux. Ça va vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils dirent à 4 mains, ce qui me parut étonnant au premier abord, qu'ils étaient de 2 nationalités différentes, qu'ils l'avaient écrit dans 2 pays différents, à 9000 km de distance. La situation était d'autant plus originale que c'était le Brésilien qui vivait en France
Enrique travaillait dans une grande maison d'édition parisienne qui allait sans doute publier le livre, et la française au Brésil. Le récit était constitué de 2 histoires, de 2 époques, de 2 lieux, Paris et Ouro Preto. Et enfin, il existait dans les 2 langues. Et puis, je ne résiste pas à lire encore un petit passage. C'est la conclusion de la présentation par un des auteurs. Elle parle de Tiradentes et elle dit, et je crois qu'on l'a dit de cette façon-là, que Stéphanie l'a dit de cette façon-là, je veux que cet homme, conclut Valentine, soit mieux connu. Pas le Tiradentes barbu et vêtu de blanc avec une corde autour du cou, qui ne correspond pas à la stature du héros et à ce qu'il fut vraiment, mais le Xavier révélé par Teresa. Je veux que les gens le connaissent, sachent ce qu'il ressentait et ce qu'il a perdu. Et à la fin de ce passage, mon personnage rencontre une étrange femme, une grande dame blonde française, qui lui dit, vous savez, il se passe des choses bizarres ici. Vous vous intéressez à l'histoire de l'Inconfidencia? Et mon personnage dit, oui, c'est-à-dire que j'en avais peu entendu parler jusque-là. Cette poignée d'hommes qui voulaient renverser la couronne portugaise et qui ont manqué d'y arriver, ce n'est pas banal. Et leur lien avec Jefferson, la relation avec les révolutions américaines et françaises m'intéresse particulièrement. La dame blonde énigmatique dit, vous savez, les inconfidents, ils sont toujours là. Comment ça, ils sont toujours là? Ils sont ici, parmi nous. Ils sont revenus. Revenus? Revenus comment? Ils sont là pour accomplir ce qu'ils n'ont pas pu faire au XVIIIe siècle. Des fantômes, vous voulez dire? Aujourd'hui, ils ont d'autres noms, des métiers différents, mais ils poursuivent les mêmes buts. Vous les connaissez? Il suffit de bien regarder, d'ouvrir le 3e œil. Le 3e œil, bien entendu. Bon, je ne vais pas vous lire l'ensemble, mais juste la fin de cet extrait. À ce moment-là, mon attention fut attirée par la directrice de l'Alliance française qui, me voyant à l'écart et la queue des autographes étant terminée, venait m'apporter une assiette avec des amuse-gueules et me demandait ce que je voulais boire. Il faut dire que Raissa est très attentionnée. Quand je me retournai vers la femme énigmatique, elle avait disparu. Comment était-il parti si vite sans que je m'en aperçoive? Cette femme avait-elle le don de se volatiliser? La directrice de l'Alliance française me confirma que ce n'était pas un fantôme. Te rappelles-tu, Raissa, de cette personne que j'ai appelée Amélie dans mon roman Il est mort Jim? Elle s'appelle, elle s'appelle Nathalie. Elle s'appelle Nathalie Grou. Je m'en souviens très bien, parfaitement. Waouh, elle est toujours énigmatique. Toujours, toujours. En C'est tout un cas, peu le même personnage. Exactement le personnage. Oui. l'extrait des dialogues entre mon personnage et elle, c'est exactement ce qu'elle m'a dit, hein, que los inconfidentes, les inconfidents Waouh. étaient encore parmi nous. Voilà, donc avant de vous passer la parole, je voudrais vous parler peut-être de mon dernier roman, non pas qui n'intéresse personne, mais qui s'appelle Ça n'intéresse personne. Voilà. Mon dernier roman est un court récit qui rend un hommage au Mexique. Ça ne va pas vous surprendre puisque c'est là que j'ai vécu avant de revenir en France. Et à sa figure tutélaire, la figure tutélaire du Mexique, c'est la Vierge de Guadalupe. Pour moi, tout avait commencé au Brésil, en fait. Ce sont 2 personnes avec desquelles j'ai été proche qui m'ont dit, si tu vas au Mexique, il faut absolument que tu ailles visiter la basilique et tu vas être surpris de cette rencontre avec la Vierge de Guadalupe. Alors, j'ai été reconduit dans des églises, moi qui n'allais dans les églises que quand elles étaient vides, mais il faut savoir que, je ne sais pas si vous le savez, les églises au Mexique ne sont jamais vides, donc il est difficile de s'y retrouver seul. Il y a un second personnage dans ce récit, ça n'intéresse personne, qui s'appelle le Père Brune. Le Père François Brune. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler du Père François Brune, mais c'est un homme qui a réellement existé, mais pour moi réellement un personnage de roman. Il est décédé en 2019 par un de ces hasards que j'appelle des synchronicités. Alors que j'étais au Mexique à l'époque, j'ai pu assister à son enterrement à la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité de Paris, sur les bords de Seine. Et figurez-vous
comme j'ai déjà beaucoup parlé, j'en dirai pas beaucoup plus, mais figurez-vous que quelques jours avant sa mort, le père Brune a téléphoné à un autre personnage de mon roman Il est mort Jim, en fait, qui est un médecin qui existe réellement, qui était un ami à lui. Il lui a téléphoné pour lui annoncer sa mort prochaine, et lui dire le bonheur qu'il avait de la proximité de la mort. Ce père Brune parlait comme un livre. Alors j'ai bâti dans ce roman des extraits entre des choses qu'il a dites et des interventions inventées cette fois de mon narrateur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma production littéraire et mon rapport avec l'Amérique latine et avec le Brésil. Je crois que vous voyez que ce sont des relations importantes pour moi. C'est magnifique, Marc. C'est magnifique de découvrir ça. C'était vraiment une forte surprise pour moi. En t'écoutant et en lisant les partages de Lucie, j'ai la mémoire très, très forte de ces moments aussi. Et je n'ai pas une question, en fait, mais juste un commentaire. En fait, ta littérature, si j'ai bien compris, c'est une espèce de mise en abîme. Non, tu as déjà réfléchi à cette illusion de, comme tout à l'heure, quelqu'un qui a partagé l'écran, et il y avait 2 fois toi, il y avait la conférence que tu présentes, et de nouveau la conférence qui est projetée, qui est de nouveau présentée. Donc, il y a la révolution même qui est tardive, qui a été écrite par un écrivain français à 80, qui après, c'est le personnage d'un prochain roman et qui vit ces histoires que le personnage, que l'écrivain soi-même a vécues. Donc, c'est comme s'il y avait à chaque fois, ce n'est pas une, comment on va dire, ce n'est pas une séquence, ce n'est pas je pense à des séries télévisées, par exemple. Ce ne sont pas des saisons différentes de la même histoire, mais si, tout de même. C'est comme si c'était de différentes saisons, des mêmes personnages, enfin, et une forte confusion entre réalité, fiction, que j'apprécie beaucoup, en fait, si tu veux commenter. Ah ben, avec plaisir, tu as très bien compris ce que je tente de faire, Raïssa. C'est tout à fait ça. Je crois que le thème central de mes romans, quelle que soit leur intrigue, leur trame, c'est la réflexion sur la réalité et la fiction. En une phrase, je dirais, pour moi, la fiction est souvent plus réelle que la réalité. Et lorsque j'écris, j'invente des mondes qui me permettent de vivre plusieurs vies. Le fait aussi, comme tu l'as bien remarqué, de faire des ponts entre mes romans, c'est de ne pas interrompre ces vies, c'est de faire de mes personnages plus que des passants, des gens qui passeraient, des personnages qui passeraient dans mes romans. Et ce dialogue avec eux est constant, on va dire. Le clin d'œil aussi me plaît. Ce que j'appelle un clin d'œil, c'est par exemple tu dois te souvenir, enfin, peut-être dans Apaixonado de Tiradentes, Boris ou Philippe, quand il arrive à São Paulo, décrit l'aéroport de São Paulo, Guarulhos, qui pour lui est différent de ce qu'il a connu jusqu'à présent. Hein. Lorsqu'on découvre une autre réalité, on est dans l'observation, justement. Eh bien, ce passage, je l'ai repris tel quel dans les impressions que Jim Rosso avait dans Il est mort Jim quand il arrive au Brésil. En fait, ces clins d'œil m'amusent également. Je laisse quelques pistes peut-être pour le lecteur qui s'amuserait aussi à retrouver des indices d'autres romans. Parfois, ça peut être des personnages secondaires. Je sais qu'un
personnage de Il est mort Jim réapparaîtra dans mon prochain roman. Je ne sais pas comment, mais pour moi, c'est évident. C'est une espèce de, voilà, de fil conducteur, n'est-ce pas? Et tu ne coupes jamais le fil, en fait. Euh, on peut comprendre comme cela. Il y a toujours une liaison, quelle qu'elle soit, entre les romans, entre les personnages. À partir de Vox Latina, tu confirmes, il y a aussi ce passage à partir de Vox Latina ou non? Qu'en penses-tu? Là, c'était déjà ça, alors, dans la mesure où, je l'ai dit, Jim Rosso est déjà dans Vox Latina, il réapparaît dans mon avant-dernier roman, donc les personnages en plus peuvent apparaître dans un roman qui n'est pas forcément le suivant, vous voyez, ils peuvent apparaître n'importe où, et ils peuvent également apparaître avec une autre identité. C'est ce que j'ai fait avec ce personnage. Jim Rosso, dans Vox Latina, est un vieux cinéaste de plus de 80 ans. Et dans Il est mort Jim, je vous l'ai dit, il a 58 ans et il est prof d'histoire. Donc, il a changé d'identité. La question de l'interrogation sur la réalité et la fiction, elle est déjà très présente dans mon roman Vox Latina, mon premier roman, puisque sans vous dévoiler la trame précise, il y a une intrigue dans cette histoire. Et comme je vous le disais, vous pouvez le lire tout à fait gratuitement sur mon site, dans la partie qui porte le nom Vox Latina. Il y a un onglet. Eh bien, c'est l'histoire en fait d'un homme qui est amoureux d'une actrice dans un film, mais qui ne le sait pas. Donc, il y a là aussi le rapport entre réalité et fiction. Je viens de partager de nouveau le lien pour ton site, Marc. Et Marc, j'aimerais te poser une autre question, mais je laisse la parole hein, si quelqu'un veut m'interrompre aussi, chers collègues. Mais et concernant le théâtre, parce que tes personnages, comme tu as même souligné, ils sont tellement vivants que des fois ils dépassent même ta propre imagination. Ils n'obéissent pas à l'auteur. Donc, tu as déjà pensé à une écriture théâtrale, au drame, ou à une possible adaptation de langage de tes romans vers le théâtre, vers le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui t'étend? Alors, pour ce qui concerne le cinéma, je trouve que, et on y a pensé à plusieurs reprises avec Stéphania, le roman Apaixonado de Tiradentes se prêterait très bien à un film ou à ce que faisait très bien, je ne sais pas si c'est encore le cas, la Globo. Vous savez, comment on appelle ça, les séries historiques. Donc, ça serait. Seriados. Pardon? Seriados. On appelait Voilà. ça des seriados de la télévision. Si vous connaissez un producteur ou un metteur en scène, n'hésitez pas à en parler. Je crois que ça pourrait faire une belle histoire, il me semble. Pour ce qui est du théâtre, tu as raison de poser la question, mais pour moi, alors j'ai déjà pensé, oui, à écrire des textes de théâtre à plusieurs reprises. Et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas passé à l'exécution. Sans doute parce que le roman est ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture, on va dire. Mais j'aime le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre. Quand j'ai vécu à São Paulo, j'en ai beaucoup profité. Et d'ailleurs, je dirigeais le théâtre de l'Alliance française, donc c'était pour moi un grand plaisir. Et peut-être qu'il y a un point qui peut avoir un rapport avec mon rôle d'écrivain. J'ai fait du théâtre, comme beaucoup d'entre vous ont dû également le faire lorsque j'étais étudiant. On avait une troupe de théâtre à l'université de Besançon qui s'appelait Machu Picchu d'ailleurs, ça ne va pas vous étonner. Et nous faisions des pièces avec un professeur chilien qui mettait en scène des pièces latino-américaines.
Et moi, après, j'ai fait de la mise en scène de théâtre avec des élèves, mais aussi avec des adultes, notamment quand j'étais à Madagascar, j'ai fait la mise en scène de la pièce de Ionesco, La cantatrice chauve, par exemple, et je crois que le résultat était plutôt bien. Je suis très à l'aise pour faire la mise en scène de théâtre et je crois que j'en referai un jour, mais en revanche, je pense que je suis un très mauvais acteur. Et c'est pour ça que je suis plus du côté de l'auteur que du personnage dans la littérature. Excellent, excellent. On comprend. Allez. Voilà. Bon. C'était. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions à Marc? Vous avez déjà sauvegardé son site ou de commentaires? Parce que moi, je pense on vient de vivre un très, très, très beau moment de partage. J'écoute quelqu'un peut-être? Oui, je voudrais parler brièvement, tout rapidement. Moi, Marc, je vis à Juiz-de-Fora. Maïra. Oui, c'est moi, Maïra. Bonjour. Et bonjour, Marc. Mm. Et, je suis prof de français ici à Juiz-de-Fora, une ville du Minas Gerais. C'est une ville moyenne. Et c'est une ville très importante pour le spiritisme. Donc, moi, je ne suis pas du spiritisme, mais je sympathise beaucoup avec Alain Kardec. Et quand je suis allée en France, à Paris, je suis allée naturellement voir le cimetière du Père-Lachaise. Et la première stèle que je suis tombée, où je suis tombée, c'était justement celle d'Alain Kardec, qui est très belle, très grande comme ça. Et bon, mais ce que je trouve, c'est que dans tes romans, tu as un rapproche avec le spiritisme, quelque chose d'un peu de tout ça, la religion, ça m'attire beaucoup. Vraiment, ça m'a donné beaucoup envie de lire tous tes romans. Vraiment, ça m'intéresse. Le mélange des histoires, de l'histoire, de la vraie histoire, l'histoire réelle, avec la fiction, l'histoire des personnages inventés. Et bon, ben, seulement une petite impression, c'est que Tiradentes aussi, pour nous, les enfants au Brésil, surtout, c'est quelqu'un qui nous attire, pas comme, pas en tant qu'adulte, parce que je crois que les adultes, bon, Tiradentes, c'est trop romantisé, on l'étudie pas trop à fond. C'est un peu comme Jeanne d'Arc en France. Moi, j'ai cette impression, si je peux faire un peu le parallèle, parce que j'ai passé 5 années quand j'étais enfant en France. Alors, l'admiration que j'avais pour Jeanne d'Arc, c'est celle que j'ai pour Tiradentes. C'est seulement des remarques que je fais, des impressions. Ce sont des héros qui attirent les enfants et qui restent pour toute la vie chez nous. Et voilà, c'est très bien. J'ai beaucoup Merci, aimé cette rencontre. Merci bien. merci beaucoup, Mayra, et de tes commentaires qui sont très intéressants. Et je voudrais les reprendre si j'ai encore un peu de temps. Avant de parler d'Alain Kardec et reparler de Tiradentes un petit peu, vous dire à tous que si vous lisez les romans, moi je suis très intéressé, enfin mes romans, quels qu'ils soient, moi je suis très intéressé à continuer le dialogue avec vous. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec ces lecteurs. Et sur mon site, vous avez la possibilité de le faire, même avant de lire mes romans d'ailleurs, puisqu'il y a une page contact avec l'auteur. Et vraiment, ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec les lecteurs. Vous savez, c'est un peu comme en cette période, vous êtes dans une situation difficile comme nous ici au Brésil avec la pandémie, même encore plus que nous, parce que vous avez été confinés plus longtemps et on se finit par se sentir un peu isolé. Eh bien, quand on est écrivain, je crois, sauf si on a
accès à l'ensemble des médias et qu'on est un écrivain très connu, bien sûr, ce qui n'est pas mon cas, on est un peu isolé aussi, même en temps normal, c'est-à-dire que le contact, on recherche beaucoup le contact avec les lecteurs. Et moi, je suis très intéressé par cela. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec les lecteurs. Et je dis même, si vous avez lu un roman et qu'il y a des choses qui vous ont interrogé, même qui vous ont déplu, moi, ça m'intéresse qu'on puisse échanger sur le sujet. Hein. Il ne s'agit pas forcément de dire le bien qu'on pense du roman qu'on a lu. Vous savez, moi, j'essaie aussi de me laisser guider dans mes lectures parce que j'aime vraiment. Et il y a des romans que j'apprécie peu et voilà, moi, que ce soit des choses positives ou qu'ils le sont moins, ça m'intéresse d'échanger avec vous, quels que soient vos commentaires. Et par rapport à ce qu'a dit Maïla, je voudrais vous mentionner un point sur Alan Kardec. Est-ce que vous savez que Alan Kardec est pratiquement méconnu en France? Lorsque je suis arrivé au Brésil, donc en 2006, 2004, la première fois, pardon, en 2004, on parlait d'Alan Kardec et je ne savais pas qui c'était. En fait, il est beaucoup plus connu au Brésil qu'en France. On commence à en parler en France. Il y a des documentaires qui commencent à parler de lui. Mais Mayra, tu as dû le constater, autour de la stèle d'Alan Kardec au Père-Lachaise, qui est sous forme d'un dolmen, on voit des mots qui sont écrits par des Brésiliens en portugais. Hein. Ce ne sont pas les Français qui vont voir la tombe d'Alan Kardec. Si vous êtes intéressé par le sujet, il faut lire Ilément Jim parce que j'ai beaucoup approfondi cette question, justement, beaucoup fait de recherches autour du spiritisme dans ce roman-là, et ce qui m'a amené aussi au Brésil, parce que quand on parle de spiritisme, on parle du Brésil. D'ailleurs, en France, chaque fois qu'on parle d'Alan Kardec, on parle du Brésil. C'est le français le moins connu en France et on va dire, un des plus connus au Brésil. Et puis, j'ai été intéressé par ce que tu as dit également, Mayra, sur la figure de Tiradentes pour les enfants. Un peu comme Jeanne d'Arc, je comprends très bien cela. C'est une figure emblématique. Ce que je voudrais dire aussi, et je crois que Raissa le confirmera, c'est que nous n'avons pas du tout cherché à romancer l'histoire de Tiradentes dans le roman Passion de Tiradentes. Donc, c'est Stefania Asunción, la co-auteure, qui a plutôt rédigé cette partie-là et elle a fait des recherches historiques absolument sérieuses. Le seul personnage que nous avons ajouté pour faire le lien entre l'histoire du présent et du passé, c'est la jeune juive Teresa, qui, après le tremblement de terre au Portugal, est obligée de partir de chez elle, émigre au Brésil, arrive à Rio de Janeiro et rencontre Tiradentes, Xavier, et va tomber amoureuse de lui. Mais ce personnage est crédible puisqu'il avec la catastrophe du tremblement de terre et la persécution des Juifs sur la péninsule ibérique à l'époque, avec l'Inquisition, beaucoup, vous le savez, ont rejoint votre pays. Marc, je voulais te poser une question. J'ai bien noté l'intérêt, peut-être une forme de fascination que tu as pour l'irrationnel. Quelle est la relation que tu entretiens avec le réalisme magique? Une grande admiration. Une grande admiration pour les auteurs du réalisme magique. Hein. Je vous ai mentionné le grand intérêt que j'ai pour Mario Vargas Llosa, qui est peut-être le dernier représentant vivant hein, du boom latino-américain des années 50, 60,
et du réalisme magique, fortement incarné par Gabriel García Márquez, évidemment, et par les autres auteurs que vous connaissez comme moi. Le réalisme magique, c'est aussi la rencontre entre la fiction et la réalité. Vous avez tous lu 100 ans de solitude, j'imagine. Moi, je l'ai lu 6 fois, je crois. 6 ou 7 fois. La première fois qu'on me l'a offert, c'était en français. J'étais étudiant à l'époque en publicité marketing. Je n'étudiais pas encore l'espagnol. Il m'a fasciné. Je me souviens, j'étais dans une chambre universitaire à l'époque, ma petite chambre universitaire de Besançon. Je n'en dormais plus. Et ensuite, je l'ai lu 5 ou 6 fois en espagnol. Et je trouve que García Márquez, oui, ce livre est fabuleux et qu'il en parlait très bien. Je vais vous citer 2 anecdotes sur le sujet, dont je me suis servi d'ailleurs pour expliquer ce que c'était que le réalisme magique quand j'étais professeur d'espagnol dans les lycées français. García Márquez dit dans mon roman 100 ans de solitude, je raconte à un moment donné, vous devez vous en souvenir, c'est un moment dramatique, que il y a une manifestation des habitants contre la United Fruit. Et donc, on réunit les manifestants sur une place, les militaires les encerclent et les tuent tous. Et ensuite, le personnage Aureliano Buendía est dans un train en direction de la côte, et avec tous les cadavres, si je me souviens bien, de ces gens qui sont morts qu'on va jeter dans la mer. Et García Márquez dit, voyez, cet épisode de mon roman, sans doute que vous l'avez pris comme de la pure fiction, eh bien, c'est la vérité. Donc, le réalisme magique, c'est ça. C'est cette frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et on ne sait plus trop ce qui est quoi, on va dire. Pour moi, ça, c'est l'expression, c'est vraiment important, l'expression de l'Amérique latine. C'est ma vision de l'Amérique latine et du Brésil aussi. Je trouve que le Brésil est vraiment dans le réalisme magique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu l'as vécu de la même façon, Yves, mais quand on arrive au Brésil, quand on arrive dans d'autres pays, c'est le cas du Mexique, c'est le cas du Pérou aussi, quand on vient de France, on a l'impression d'être dans un « tout est possible ». Et c'est ce que j'aime, je vous parlais de ma passion pour Rio tout à l'heure. Rio de Janeiro, j'ai l'impression que c'est le réalisme magique incarné. Une anecdote que racontait aussi García Márquez, qui me servait dans mes cours d'espagnol, c'est sans doute une anecdote qui est fausse, mais justement, on est dans la réalité et la fiction. Et García Márquez dit qu'un jour, il a invité son éditeur à aller en Colombie, donc il est colombien, comme vous le savez, parce que son éditeur lui disait « mais c'est quoi le réalisme magique finalement ?» Et García Márquez lui avait toujours dit « le réalisme magique, je ne l'ai pas inventé, c'est la réalité de mon pays. Moi, je ne fais que transcrire une réalité. » Et donc, il raconte avec beaucoup d'humour que lorsque l'éditeur arrive à Cartagena de las Indias, je crois, eh bien, il est déjà très surpris. Alors, ça va vous paraître banal, hein, mais il est déjà très surpris parce qu'il veut sortir de l'aéroport et c'est indiqué salida, ou saïda en espagnol. Et quand il se retourne, c'est indiqué salida aussi. Donc, bon, il a déjà du mal de comprendre le sens de ce mot pour l'entrée et la sortie. Et ce qui m'a paru ce dont je me souviens le plus dans ce roman et qui pour moi qualifie le réalisme magique, puis j'allais dire qui se rapproche de choses que j'ai vécues moi, notamment au Pérou, puisque je suis plus proche familialement, on va dire, du Pérou. García Márquez raconte qu'avec son éditeur est fatigué, il l'a reçu chez lui le soir, on entend frapper à la porte et il y a une vieille dame qui arrive et puis elle dit voilà, bonjour, García Márquez dit c'est ma tante, une vieille dame habillée en noir, et elle dit voilà, écoutez, je vais mourir demain et puis j'aimerais juste venir jouer un dernier air de piano sur le piano de mon neveu. Voilà. Alors, je ne sais pas si la tante dans l'histoire de García Márquez est morte le lendemain, mais
c'est ça. Et ça me rapproche de quelque chose qui, pour moi, est en relation avec le réalisme magique, même si c'est très ample, bien évidemment, parce que ça touche l'architecture, la musique, la peinture, c'est le baroque. J'en parle dans mon dernier roman, Ça n'intéresse personne, à propos du Mexique, mais le baroque est fortement incarné, évidemment, dans l'architecture du Minas Gerais. Et le baroque, c'est ça, également, pour moi. Tout à fait. Je confirme ce que tu dis, c'est aussi mon impression. D'ailleurs, tous les Français, pas tous les Français, mais il y a beaucoup de Français que je connais. Et quand on parle du Brésil, ils disent, ah, le Brésil, c'est trop loin, le Brésil, c'est l'autre bout du monde. C'est comme si c'était quelque chose, c'est plus loin que le Japon, je pense, c'est plus loin que n'importe quoi. Le Brésil, c'est le pays le plus éloigné de la France pour une grande partie des Français que je connais. Et je pense que ça aussi confirme cette impression un peu d'un lieu où tout est possible. Et oui, peut-être que tout est possible, vraiment. D'ailleurs, moi-même, j'ai découvert énormément de choses sur ma ville concernant Ouro Preto quand j'ai lu ton roman, quand j'ai lu votre roman. Et il y a des choses qui se passent qui sont inexplicables. Et puisque tu apportes énormément de coïncidences, par exemple, une coïncidence que je trouve assez triste, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas l'histoire de la photo dans la République Maracangalha. Tu te souviens où habitait le personnage, l'étudiant d'histoire? Il habitait une maison d'étudiants qui s'appelle Maracangalha, avec une photo un peu mystérieuse et tout. Et dans cette République, il y a déjà eu, depuis quelques ans, au moins deux élèves de l'UFOP qui se sont suicidés. Et c'est inexplicable pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui dépasse cette réalité vivante, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt sensibles à des énergies qui survivent, qui sont encore présentes? Je ne sais pas, enfin. Mais c'est inexplicable. C'est une triste coïncidence, mais cela se passe. Donc, voilà, c'est juste un petit commentaire. Triste. Voilà. Allez, bon, je pense qu'on n'a que lire le roman de Marc. On n'a que le lire maintenant et entrer en contact avec l'auteur et continuer cet échange peut-être par écrit et continuer d'intervenir et de t'inviter, Marc. À chaque fois quand tu seras, tu es toujours le bienvenu déjà à Ouro Preto, au Brésil également. Et quand ce sera fini cette pandémie, on espère vivement t'avoir en présentiel en vivant ici. Merci beaucoup, Raïssa. Ça serait un grand plaisir pour moi de revenir au Brésil, voilà. de vous rencontrer, de revoir des gens que j'apprécie beaucoup. Bon, c'est un peu difficile en ce moment, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Comment le dire de façon la plus claire? Le Brésil est très lié pour moi à ma vie littéraire. Voilà. Non seulement parce que j'ai, je vous l'ai dit, je vais revenir là-dessus, le Brésil est présent dans mes romans, mais parce que j'ai eu de belles occasions, comme aujourd'hui, d'échanger sur mes romans, et je vous ai dit combien c'était important, au Brésil. Au Brésil, avec ce que je vous ai raconté quand les alliances françaises m'invitaient à présenter mes romans. D'ailleurs, j'ai été à la tienne aussi, Raïssa. On a fait une présentation à l'Alliance de l'Opéra. Oui. Et ça, c'est donc voilà, le Brésil est pour moi, on va dire, une grande partie de mon monde littéraire. Super. On remercie, on a qu'à te remercier
de cet amour, en fait, que tu éprouves envers le Brésil, de la diffusion que tu fais de nos villes, de notre pays envers les Français. C'est un travail très, très beau. Et je pense qu'il y a énormément de choses à être étudiées même. Je pense qu'il y a plusieurs profs universitaires qui sont présents ici. Cette histoire de critique génétique, des processus d'écriture, il y a énormément de choses à explorer, à exploiter dans cette mise en abîme. C'est des sujets vraiment très actuels, très, très puissants, je dirais, et que je conseille vivement. Bon, Marc, je pense qu'on doit finir, mais franchement, je n'ai pas de mots, les mots corrects pour te remercier. C'était très, très beau. Et j'adore t'écouter à chaque fois. Et je vais les lire, tous les romans. Merci. Merci, Association des professeurs de français de Minas Gerais, Daniela, Yves. Merci, Denise et la Fédération des profs de français du Brésil. Merci, Lúcia. Et je te passe la parole, Dani. Tu veux faire une petite clôture, notre présidente? Merci Raïssa, merci Marc, Yves d'avoir aussi invité Marc. Et je crois qu'on va terminer vraiment cette semaine de commémoration de la journée du prof de français d'une manière vraiment magnifique. Donc merci Marc de cette présentation. Et enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Ah oui, Maïra dit si on pourrait prendre une photo. Je crois que ça serait une superbe idée, si tout le monde est d'accord d'allumer peut-être les caméras et tout. On pourrait mettre là. Ok. C'est une bonne idée, effectivement. Ok. Si vous pouvez me l'envoyer, cette photo, ça me Oui. ferait plaisir. Je crois qu'on pourrait même, bon, l'idée c'est aussi d'envoyer les photos, tout à la fédération pour pouvoir aussi publier sur le site de l'association de profs de Minas Gerais et aussi de la fédération. Alors, je ne publierai pas ma photo sur le site de la FIPF, hein, vous comprendrez pourquoi, parce que là, je ne suis pas du tout en tant que secrétaire général, bien en tant qu'auteur, mais en tout cas, sur mon site, oui, avec grand plaisir. Donc, on y va. Voilà. Très bien. Ok. Sinon, enfin, si vous n'avez d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup de votre présence et on espère vous revoir, n'est-ce pas? Peut-être l'année prochaine en présentiel, si tout se passe bien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de cette occasion Au de parler avec vous. revoir. Au revoir. Merci, Marc. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.